Un petit mot anglo-américain, donc autant dire au début comme ça. Voilà. Bonsoir, monsieur Montfort. Alors voilà. Je pense que pour beaucoup d'entre nous ici, vous avez été avant tout une voix, passionnée au cœur de l'action, exaltée les soirs de grandes victoires, plutôt rares, et amère lorsque les Français ne passent toujours pas la deuxième étape de Roland-Garros. Ça c'est plus courant. Une voix avec laquelle on a grandi, qui a connu les grands événements de notre temps. Une voix qui, enfant, nous permettait d'éviter les interminables discussions avec cet oncle légèrement alcoolisé, ou plus tard, d'habiller les silences, les longues soirées d'été. Je dois même avouer, monsieur Montfort, que vous me hantez. Alors que je passais l'affreuse épreuve de mathématiques 1 lors des concours, une voix m'a dit « Very impressed, very good effort ». C'était vous, monsieur Montfort. C'est grâce à vous que je suis ici. À force de parler d'une voix, on en oublie l'homme qui se cache derrière. Qui êtes-vous, monsieur Montfort ? Je me le demande moi-même. Qui êtes-vous ? Et je dois bien avouer que les repères biographiques ne nous aident plutôt pas. Vous êtes né en France, à Boulogne, de parents américains et néerlandais, et vous avez grandi en Suisse. Alors, une question me taraude, pourquoi la France ? Pourquoi avoir choisi de lier si définitivement votre sort à celui du sport français ? Alors effectivement, la Suisse ne devait pas vous offrir d'espoir de médailles exceptionnelles, mais les États-Unis, si. Mais à force de parler de nation, de pays, on en oublie quelque chose. Votre seule patrie, monsieur Montfort, c'est la lumière qui luit dans les yeux de l'athlète avant de rentrer dans la piste. Votre seul Dieu, monsieur Montfort, c'est le sport, dont vous êtes un des plus grands apôtres. Une religion selon laquelle la valeur de l'homme réside dans la force qu'il met dans sa course, dans la détermination qu'il met dans son geste et dans la main qu'il tend à son adversaire vaincu, en signe de fraternité. Selon moi, votre devise, monsieur Montfort, pourrait être « Le sport est un humanisme ». Je vous place dans la lignée de Sartre, voilà, en toute modestie. Mais d'ailleurs, mon fort souhait, monsieur Montfort, en ce moment, serait de vous demander d'où vous vient cette passion du sport. Est-ce à l'Institut Le Rosey, en Suisse, que vous avez développé cette appétence ? Entre les solitudes enneigées et la camaraderie, la solidarité du RCH. Comprendre le Rosey Club de hockey. Pardon. Est-ce là-bas ? Vous avez peut-être d'ailleurs développé là-bas cet anglais inimitable, une fierté nationale. Ou alors est-ce peut-être à Sciences Po Paris que vous avez développé cet intérêt ? Selon vos propres dires, à Sciences Po Paris, vous étiez plutôt fond de grille que pole position. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'automobile, honte sur vous, cela veut dire fond de classe. Voilà, donc ça parle peut-être à certains étudiants ici. Fond de classe. Alors moi, je vous vois bien là-bas en fond de classe, pendant un ennuyant cours de Financial Economics, rêver aux exploits sportifs, aux premières hivernales de l'Himalaya. Alors peut-être là, oui, vous avez caressé le doux espoir de faire du sport votre métier. Mais après ça, peut-être c'est le coup de Trafalgar, la question fondamentale, la métaphysique. Passion ou raison, finance ou sport ? À ce dilemme, vous répondez en choisissant la terre battue du cours Philippe Chatrier. Oui, monsieur Montfort, vous avez osé faire ce que vous aimez. Et vous en fûtes récompensé. Alors oui, les débuts furent peut-être difficiles. Entre les journaux, les comités de rédaction, les petites annonces, les petits articles. Oui, ce fut difficile. Et pourtant, la rencontre est venue. La rencontre tant attendue. Oui, on ne tombe amoureux qu'une seule fois.
Et vous, votre amour, monsieur Montfort, votre premier amour, ce fut France Télévisions. De la chance. J'ai eu d'autres amours. France Télévisions, donc, que vous avez rejointe en 1988. Voilà, et puis ce fut une longue lune de miel entre France Télévisions et vous. À force de côtoyer des athlètes, monsieur Montfort, vous avez fini par leur ressembler. Vous êtes un coureur de fond. 30 ans à France Télévisions, soit à peu près 360 gouvernements Le Cornu, c'est pas mal. À peu près 30 Roland Garros, dont 14 Roland Nadal. Si on a bien que la réforme des retraites n'effraie pas, c'est bien vous. Vous êtes aussi un skipper, prêt à prendre de face les vents que mettent parfois certains athlètes qui préfèrent CNN à France.tv. Vous êtes enfin, et surtout, un tireur à l'arc. Parce que pour savoir mettre un cœur à nu, il faut savoir viser juste. À HEC Débat, ici, nous ne faisons que du basket, du foot et un petit peu de handball. Avec un petit peu de médiocrité, du coup. Mais donc, nous allons essayer ce soir, monsieur Montfort, de viser aussi juste que vous. Bienvenue à HEC Paris. Monsieur Montfort, juste avant de commencer, est-ce que vous souhaitez rebondir sur ce qui vient d'être dit ? C'est Lucas, c'est ça? Eh bien, Lucas, tu as fait ça avec beaucoup de talent, beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit, puis il y a en même temps eu un petit peu de tendresse à un moment donné, donc c'est tout ce que j'aime dans la vie. Voilà, je pense que pour rebondir, ce sera peut-être là, avec vos questions qui ne vont pas tarder, mais vous dire simplement que je suis très heureux d'être ici, je pense que ça se voit. Et je connais le prestige de cette école, et le prestige n'empêche pas le sourire. Et ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, déjà, c'était le cas dans la préparation de cet entretien. J'ai l'impression que pour venir ici ce soir, pour moi, j'ai un peu phileas fogg, mais enfin voilà, je suis là et je suis très, très heureux d'être ici. Voilà. Merci, monsieur. Nous sommes enchantés de vous recevoir. Je voulais vous demander, pour rebondir sur ce que Lucas a dit, vous ne vous prédestiniez pas au sport de prime abord. Comment est née cette passion ? Comment en êtes-vous arrivé là et pourquoi l'athlétisme et le tennis en particulier ? Alors déjà, je vais vous faire des réponses courtes. Je ne traduirai pas à chaque fois ce que je dis, parce que ça resterait un petit peu long. D'ailleurs, le surnom qui m'a été donné une fois pour toutes dans l'audiovisuel, Nelson Montfort, mais le son moins fort. Donc, c'est ce que je vais. Je ne sais pas si je vais faire ça ce soir, mais en tout cas, je vais essayer de ne pas être trop long pour faciliter un grand nombre de questions. Je dirais que c'est venu dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, je ne savais pas encore exactement ce que je souhaitais faire, mais je commençais à appréhender ce que je ne souhaitais pas faire. Lucas a eu la gentillesse de rappeler mon parcours. Effectivement, en sortant de Sciences Po à Paris, qui est une école pas tout à fait aussi prestigieuse que celle dans laquelle nous sommes ici ce soir, mais enfin qui est quand même à l'époque, voilà, pouvait fournir de l'emploi. Enfin, voilà. Bon, il se trouve que voilà, je voulais prendre peut-être quelques chemins de traverse. Et c'est ce que j'ai fait. Et parce qu'il se trouve que j'enseigne aussi dans une école de journalisme, l'Institut européen de journalisme, on me dit, mais les jeunes étudiants que j'ai qui sont plutôt un peu de votre âge, ce ne sont pas les étudiants de 18-19 qu'en master, ils sont plutôt comme ça, 22, 21, 22, comme ça. On me dit, mais oui, mais ça, pour réussir à la télévision, il faut sans doute être pistonné. Ça. Moi, je ne connaissais strictement personne. Et ça, si j'ai pas une leçon, mais un signe d'encouragement à donner, notamment aux jeunes générations que j'adore côtoyer, c'est pour ça que je suis avec vous ici ce soir, c'est celle-là. C'est que je crois que et vraiment ça je le crois très profondément, quand on veut vraiment arriver à quelque chose, quand on veut vraiment creuser son sillon, eh bien, tôt ou tard, on y arrive. Parce que sinon, si on n'a pas ça en tête, je crois que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc, moi, j'ai toujours eu ça en moi. À l'époque, le sport à la télévision, c'était les sous-sols du Pentagone. Je veux dire, on peut pas, personne. Il y avait 3 chaînes de télévision nationales. Il n'y avait pas encore toutes les radios FM. J'ai l'impression de parler comme l'âge préhistorique. Mais voilà, j'y ai toujours cru. Justement, monsieur Montfort, à ce propos, on se posait la question. Nous, en tant que spectateurs, c'est vrai que le monde de la télévision, ça semble être un monde un petit peu opaque.
auxquels on a difficilement accès. De votre point de vue, ce qui a fait votre plus grande force donc, pour réussir dans ce milieu, c'est votre détermination, votre persévérance. Mais derrière, qu'est-ce qui, de votre point de vue, vous a permis de durer aussi dans ce milieu-là ? Alors, déjà, pour démarrer, bon, effectivement, oui, persévérance, et puis malgré tout, un peu de courage aussi, parce que, bon, au départ, les portes restaient fermées, il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait des... J'ai l'impression de parler des... les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, n'est-ce pas, comme la chanson bien connue. Il y avait des cabines de téléphone bleues dans lesquelles il fallait mettre des pièces. Et si les pièces, si la conversation se poursuivait, les pièces disparaissaient. Donc il fallait remettre des pièces. Pour parler à qui ? Pour parler souvent à des secrétaires ou des assistantes qui faisaient barrage, etc. Et il se trouve que par la suite, j'ai rencontré... C'est drôle parce que j'ai même été le patron de personnes qui ne me prenaient pas en ligne quand je ne sais pas si je suis clair là. Enfin, voilà. Donc c'était une sorte de douce, mais comme je ne suis pas du tout revanchard, etc., moi je les ai accueillis d'une façon dont ils ne m'ont pas du tout accueilli. Donc oui, je pense qu'il fallait une certaine détermination et un certain courage au départ. Parce qu'encore une fois, je me répète un petit peu, mais aujourd'hui le panorama, on va dire, médiatique, mais c'est même pas qu'il n'est pas sans aucune commune mesure, c'est totalement différent. Je veux dire, ça paraît, moi ce que je suis en train de vous dire paraît très loin et en même temps c'est assez proche parce que le temps passe. Il passe même assez vite. Mais voilà, j'ai eu la chance de connaître l'évolution technologique énorme, l'évolution des médias, l'évolution des champions, parce qu'ils n'ont pas la même attitude aujourd'hui qu'ils ne l'avaient à l'époque. Moi, je me souviens des premiers tours, encore une fois, je ne vais pas faire trop long, mais mon delta, si vous voulez, à Roland-Garros, va, je dirais, de John McEnroe à Rafael Nadal. Bon, d'ailleurs, ces deux champions, c'est pas trop mal. Voilà. Bon, mais donc je veux dire, mais John, c'était ça. Je veux dire, il a écrit dans son livre How are you, my friend? Come to my concert tonight. Parce qu'il était chanteur-guitariste. Et moi, j'ai toujours eu ça comme passion. Et encore aujourd'hui, c'est totalement impossible. Aujourd'hui, je veux dire, vous avez des gardes du corps, des strates de protection. Ce que je peux comprendre. Mais il y a une différence absolument énorme. Et là, et en plus, aujourd'hui, les sportifs sont devenus, peut-être que j'anticipe, mais sont devenus extrêmement méfiants quant à leur communication. Les réseaux sociaux, etc., font que j'appelle parfois les fléaux sociaux, peut-être qu'on y reviendra, font qu'il y a un barrage qui s'est établi entre sportifs et médias, et les médias, c'est médias entre public et sportifs. Et à partir du moment où les médias sont mis de côté, et ils le sont de plus en plus, et l'IA n'a certainement rien arrangé, eh bien le public aussi, il y a un éloignement. Je suis passé vraiment de la proximité à l'éloignement. Alors justement, c'est pas mal cette phrase, je me rends compte. J'ai vu un silence qui s'est installé, donc on la mettra dans le best-of. Voilà, c'est ça. Justement, on a l'image de vous auprès des joueurs, directement après les épreuves sportives, que ce soit au bord du terrain ou dans la zone mixte. Et vous avez été l'un des premiers à le faire. Pourquoi cette envie, ce besoin d'aller au contact des joueurs ? Je pense à une finale de Roland-Garros gagnée par un certain Yannick Noah, qui vous aurait peut-être mis la puce à l'oreille. Alors, oui, c'est exact, parce que là, je n'étais pas encore dans le circuit à ce moment-là. Mais effectivement, lorsque personne ici n'était né, donc enfin, ça remonte à l'âge des cavernes, quand Yannick Noah, un joueur dont vous avez sans doute entendu parler, non, je dis sans doute, mais j'ai aucune espèce d'ironie en disant ça, parce que je me suis rendu compte, notamment avec mes étudiants, lui c'est différent parce qu'il est devenu chanteur après, mais c'est qu'il y a une vraie, une vraie césure, faut-il dire, entre une génération un petit peu d'avant et une génération d'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand je vous parle, par exemple, je sais pas, de Björn Borg ou de Stefan Edberg ou de Pete Sampras, etc., j'ai l'impression que tout le monde les connaît. Or, tout le monde ne les connaît pas, y compris parmi les passionnés de tennis. Donc, c'est pour ça que je fais cette petite distinction. Maintenant, effectivement, j'ai eu la chance de rencontrer et d'aborder. Alors là, c'est vrai, d'ailleurs, j'ai déjà écrit un livre là-dessus, mais là, je suis en train d'écrire un peu un livre de souvenirs, si vous voulez. J'ai eu la chance de rencontrer vraiment, là, du coup, les plus grands sportifs de la planète. Ça, c'est vrai que c'est une chance que je mesure, parce que ça a été un vrai privilège. Et d'avoir établi avec eux, ou en tout cas avec la grande majorité d'entre eux, une relation qui dépasse le côté intervieweur-interviewé. Ça, c'est une vraie satisfaction, oui.
Justement, pour terminer sur cette partie finalement personnelle, d'une certaine façon, pour dresser votre portrait, au-delà du sport, vous êtes aussi un homme qui s'intéresse beaucoup à l'art, à la musique notamment et au théâtre. Vous êtes un fervent auditeur de musique classique, vous êtes un grand fan des chanteurs comme Jacques Brel, comme Georges Brassens, comme Jean Ferrat. Vous êtes aussi très porté sur le théâtre. Vous avez d'ailleurs en ce moment un spectacle avec Philippe Candeloro. Vous en aviez réalisé un autre par le passé sur la vie de Jean Ferrat notamment. Comment est-ce que vous articulez ces passions avec votre vie? Est-ce qu'elles vous ont toujours accompagné ou est-ce que ça a été lié à un processus plus long? Tu aurais pu également effectivement ajouter la littérature. Oui, c'est vrai que les arts m'ont toujours passionné. Alors, je me passionnais intérieurement, je n'arrivais pas, parce que lorsqu'on arrive déjà à une certaine, ce qu'il faut convenir, et je le dis en toute modestie, enfin, je pense que vous commencez à percevoir mon caractère, je suis quelqu'un de très humble, enfin, c'est vrai que dans le sport et la télévision, c'est vrai que j'ai une certaine réussite, on va dire, mais le piège de cela, c'est que, évidemment, on est très très vite mis dans un catalogué, si je puis dire, etc. Et c'est difficile pour moi. Pourtant, j'ai proposé beaucoup de fois des émissions autres que sportives, des entretiens, des face-à-face, etc. Et non, sport, c'est très bien, on est très content de toi dans le sport, etc. On continue, etc. Donc, alors ça m'a valu des satisfactions immenses, comme le fait de faire 16 Jeux Olympiques, été, hiver confondus. Je ne pense pas qu'on soit très nombreux en France, enfin, comme journaliste en France, à avoir fait 16 Jeux Olympiques. Enfin, peut-être y en a-t-il, mais enfin, moi, j'en connais pas tant que ça. Donc ça, c'est une vraie satisfaction, accompagnée effectivement d'une légère frustration. Je dis bien légère, parce qu'encore une fois, quand on a la chance de parcourir le monde entier en exerçant sa passion, ça ne peut pas être frustrant. Mais c'est vrai que j'aurais voulu à un moment donné, par exemple, avoir une émission littéraire. Ça m'aurait fait très plaisir. Voir une émission sur les spectacles, sur les sorties théâtrales, etc. Pour répondre directement à cette question, moi, les arts, le cinéma, la peinture, la littérature, le théâtre, la chanson accompagnent ma vie depuis toujours, effectivement. Et maintenant, où j'arrive, disons, on va dire, un peu au terme de mon itinéraire professionnel. J'espère qu'il y a encore de belles années, peut-être en parlerons-nous. Mais là, j'ai la possibilité de le faire et ça me rend très heureux. Justement, c'est peut-être l'occasion d'en parler, donc en particulier sur le domaine du théâtre. Vous êtes en ce moment en train de réaliser, de jouer un spectacle que vous avez coécrit avec Philippe Candeloro. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement? C'est une pièce qui s'appelle Sapatine à Tokyo, qui est une comédie, évidemment, qui est une comédie policière. Aujourd'hui, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, il y a un réel besoin de rire dans cette société qui ne nous apporte pas tellement l'occasion de le faire. Et donc, nous promenons. Nous allons de ville en ville en France, en toute la France. Et là, voilà, on a déjà joué cette pièce une trentaine de fois, y compris ces jours derniers. Nous étions à Saint-Étienne et à Tours, où on a fait quand même 400 et 700 spectateurs. Il n'y a pas tellement de théâtres qui font vraiment le plein, quoi. Je sais pas, quelle est la capacité de cette salle environ? Je ne sais pas. Voilà. On doit être aux alentours de 200 maximum. Maximum. Eh bien, à peu près le double de cette salle. Donc c'est pas mal quand même, voire même le triple à Tours. Donc voilà, et quand on voit des gens rire, sourire, être heureux, et après nous nous attardons volontiers avec eux après le spectacle, c'est important, ça aussi. Ben moi, j'ai l'impression de faire œuvre utile. Alors, cette pièce est très amusante, c'est pas du Molière, c'est pas du Shakespeare, mais elle est bien écrite. J'espère qu'elle est bien interprétée. En tout cas, nous y mettons tout notre cœur, et si tout va bien, même si à Paris c'est plus difficile, parce qu'à Paris il y a à peu près 400 à 500 spectacles par soir. C'est une concurrence absolument énorme. J'ai bon espoir qu'au début du printemps prochain, nous ayons une salle parisienne. Mais moi, pour l'instant, je suis très très heureux d'aller dans toute la France, un peu en Belgique et un peu en Suisse. Mais quand je dis dans toute la France, c'est même une France très éloignée, puisque la semaine prochaine, nous partons jouer cette pièce en Polynésie. Je ne suis pas sûr qu'il y ait tellement de patinoires à Tahiti, je pense pas qu'il y en ait. Mais là, il va y avoir Sapatine à Tokyo, puisque c'est le titre de la pièce, à Tahiti. Ce sera une belle réussite, j'en suis sûr. Comme disait Jacques Chirac, c'est beau, mais c'est loin. Donc c'est un petit peu loin, mais enfin bon, la satisfaction d'aller jouer là-bas et de passer quelques jours là-bas est au bout du voyage. Oui, donc maintenant pour parler un petit peu des grands moments qui ont fait le sport. Vous en avez déjà parlé, vous avez à la télévision et dans le monde du sport une longévité qui est assez remarquable. Vous avez évidemment vu de grands exploits s'enchaîner.
Est-ce qu'il y en a un parmi tous ceux auxquels vous avez assisté qui, à chaque fois que vous l'évoquez, vous rappelle de très beaux souvenirs, vous font remonter quelques frissons? Est-ce que vous avez un événement en tête? On a brièvement parlé de tennis. J'ai accompagné quand même les 14 victoires de Rafael Nadal à Roland-Garros. Je sais bien que les records sont faits pour être battus, mais celui-là, je ne pense pas parce que 14, ça commence à faire beaucoup. 14 victoires, dont 10 sans perdre un set. C'est juste pour vous. Entre l'âge, disons, de 20 et 30 ans, Rafa, il était sur terre battue, il était quasiment invincible. Et j'ai eu l'occasion non seulement de le rencontrer, donc à 14, même beaucoup plus que ça, parce qu'il y avait le quart de finale, demi-finale, etc. Et j'ai eu un garçon d'une générosité, d'une personnalité, d'une profonde gentillesse. Et ouais, ça, c'est une super rencontre. Il y en a bien d'autres, mais s'il y en a... alors, il se trouve que bon, je suis allé en plus le visiter sur son île, à Majorque, donc et à Manacor, pour être tout à fait précis. J'ai beaucoup sympathisé avec son oncle, qui était à la fois son entraîneur, Tony Nadal. Vous vous souvenez peut-être de lui. Son premier entraîneur, après, il a eu Carlos Moya. Oui, il a toujours bien su s'entourer. Et je pense, de lui, je peux dire que c'est devenu quelqu'un de proche. Et nous partageons, enfin, je sais pas, c'est pas que si je l'appelle, il me répond. Alors, je l'appelle pas tous les jours, mais là, il a été très sympa parce que Michel Drucker, avec lequel je travaille désormais le dimanche après-midi, je vous recommande d'ailleurs l'émission de dimanche prochain que nous avons enregistrée avec, je fais une petite parenthèse, avec un jeune homme de 96 ans, 9-6, 96 ans, qui est le chanteur Hugo Frey. Je n'ai jamais vu, j'ai rencontré pas mal de gens dans la vie, je n'ai jamais vu ça. Chez les femmes, ça arrive parfois. Vous avez reçu Ginette Kolinka, pour laquelle j'ai une estime énorme. Vous savez qu'elle est la maman de l'ex-batteur de Téléphone, elle vous en a parlé, Richard Kolinka. Vous êtes trop jeune pour avoir connu le groupe Téléphone. Jean-Louis Aubert, Louis Bertignac, ça vous dit un peu quelque chose? Ah oui, c'est un classique des soirées d'HEC. C'est vrai? Je suis très heureux de savoir ça, parce que je pensais que vous alliez me dire, vous écoutez Jul et Booba, donc c'est pas... contre lesquels je n'ai rien. Enfin, j'ai quand même un peu contre. Bon, bref, mais je pense pas qu'on puisse comparer. Et donc, ah oui, vous ne savez pas que Ginette Kolinka est la maman de l'ex-batteur de Téléphone. Est-ce que vous le saviez dans la salle? Oui, ils vont tous dire oui. Oui, voilà. Qui est, entre parenthèses, un garçon absolument adorable. Et quant à elle, je trouve que, moi, de succéder à une personne de cette dimension, ça m'émeut et ça me rend vraiment très, très humble. Parce que là, bravo. Mais là, on s'est un peu éloigné. Là. Quelle était la Non, on parlait des exploits sportifs qui vous avaient marqué. Vous nous avez parlé de Rafa. Est-ce que dans l'athlétisme, aux Jeux Olympiques... J'ai eu la chance d'accompagner la carrière d'Usain Bolt, qui n'est pas non plus le premier venu. Et là aussi, vous savez, j'ai souvent constaté dans les deux cas, mais il y en a d'autres, il y en a bien d'autres, que souvent les plus grands étaient les plus simples. Vous savez, quand vous n'avez pas tout un aéropage ce qu'il faut parfois appeler des parasites, parce que bon, d'ailleurs, c'est assez curieux. Vous verrez très rarement un sportif, comme un artiste d'ailleurs, tout seul. Presque jamais. Il y a toujours plein de gens autour de là. Est-ce que c'est un manager? Est-ce que c'est un avocat? Est-ce que je ne sais pas. Est-ce que ce sont des je sais pas, des profiteurs? C'est pas un très joli mot, mais enfin il y a un peu de ça quand même. Voilà. Et voilà. Et moi, ma fierté, c'est que justement, lorsque je faisais ces interviews, il n'y avait pas 50 personnes autour. C'était la façon dont je souhaitais le faire. C'était un peu face à face et tout. Et pouvoir essayer, parfois en très peu de temps, en 2 minutes, parfois, d'aller peut-être un petit peu plus loin que uniquement qu'est-ce qui s'est passé à 15-40, à 3-2 dans le premier set. Donc, j'essaie d'aller un petit peu plus loin que ça. Et c'est pour ça, peut-être, je pense que pour répondre à ta question tout à l'heure, que ça a duré. Oui, peut-être. Formidable. Et au-delà de la télévision, est-ce que vous nous parliez de ce lien privilégié que vous avez avec les sportifs? On pourrait penser que la relation journaliste-athlète, elle est un petit peu ambivalente. Vous parliez aujourd'hui de la certaine méfiance qu'ont les sportifs pour les médias. Vous semblez pourtant être plus un confident pour eux. Comment avez-vous créé ce lien avec les sportifs? Est-ce que vous gardez aujourd'hui un lien avec certains sportifs? Alors, j'aime bien l'expression passeur d'émotions.
Parce que voilà, on m'a dit oui, c'est formidable, tu parles anglais, tu parles espagnol, tout ça est vrai, mais je pense que le terme de passeur d'émotions, alors quand un sportif gagne, tout le monde est heureux, tout le monde se réjouit, tout le monde s'embrasse, etc. Voilà. Et je dirais que le rôle de l'intervieweur est du coup plus facile. En revanche, quand ça ne se passe pas bien, là, le rôle de l'intervieweur, du journaliste en général et de l'intervieweur en particulier, parce que le journaliste qui est à son poste de commentateur, il n'a pas le contact direct avec le... Alors que l'intervieweur, il est juste à côté, n'est-ce pas? Et là, il s'agit d'être tout simplement humain, d'être tout simplement, voilà, de se réjouir de la défaite, certes, mais se réjouir de la victoire, mais compatir à la défaite. Et ça, alors j'ai un souvenir tout proche, là, les Jeux Olympiques de l'été dernier, enfin de 24 à Paris, en athlétisme, ça s'est pas du tout bien. L'athlétisme, le roi des sports olympiques, ça ne s'est pas du tout bien passé pour les Français, qui n'ont récolté qu'une médaille de 100 mètres féminin, médaille d'argent, très belle ça, mais le reste. Et l'athlétisme français a eu 4 quatrième places. Alors, 4e place au JO, c'est assez dur. Et moi, je me souviens, l'image existe, je crois que c'était 4 x 100 ou 4 x 100, les filles, 4 x 400, je ne sais plus. Les filles, franchement, 2 d'entre elles s'écroulent dans mes bras. Et là, je peux vous dire que, voilà, il faut être consolateur, mais en même temps pas tomber dans le pathos. Et tout ça est en live, tout ça, voilà. Donc c'est pas. Moi, j'ai beaucoup de souvenirs. D'ailleurs, je dirais presque que mes souvenirs les plus forts, ce sont ceux-là, parce qu'encore une fois, je me répète un peu. Quand quelqu'un gagne, il y a pratiquement pas de questions à poser. Voilà, il partage sa joie, ça. Mais quand ça ne se passe pas bien, il y a quand même 4 ans de préparation derrière tout ça. Il y a 4, parce que bon, champion d'Europe, champion du monde, il y en a quasiment chaque année. JO, c'est différent. JO à domicile, c'est encore plus différent. Et donc, voilà, je sais ça, ça c'est mon métier. Je sais tout cela, sans parler parce que bon, il y a la préparation d'avant, et puis après, si ça s'arrête, et souvent ça s'arrête, tout s'arrête. Tout s'arrête. Moi, j'ai beaucoup d'admiration et d'estime pour les sportifs de façon générale, parce que, bon, il y a, en dehors de certaines grandes stars, etc., on n'entre pas dans le sport amateur, professionnel, parce que là aussi, c'est un peu flou, pour gagner de l'argent. On y rentre pour autre chose, on y rentre pour se dépasser, pour plein de choses. Et moi, je sais, en France ou ailleurs, que ce n'est pas toujours facile, c'est même parfois très difficile. Et ça, là, je me suis encore exprimé tout récemment, samedi dernier. Je ne me suis pas encore fait que des amis au sein des fédérations et du comité olympique. Mais là, l'abandon dont souffrent aujourd'hui les sportifs français qui ont participé au JO il y a il y a 1 an et demi, il y a 1 an et 3 mois. Ils sont abandonnés. Les médaillés, je ne sais pas si vous vous souvenez, le BMX, 1er, 2e, 3e. 3 Français, ça n'arrive pas tous les jours. Le 1er, 2e, 3e, c'est difficile de faire mieux. Mais plus personne ne fait attention à eux. Et je ne vous parle pas des Paralympiques. Et ça, je trouve ça choquant. Je trouve ça injuste. Je trouve ça scandaleux et honteux. Et moi, si j'ai encore un combat aujourd'hui, c'est celui-là. La reconversion des sportifs alors, je ne vous parle pas évidemment des grandes stars de judo, de natation, vous voyez de qui je parle. Eux, ça va. Mais ceux qui, même les médaillés, alors a fortiori les non médaillés, et ça, je trouve ça honteux, véritablement honteux. Quand vous avez tous ces hommes politiques, à commencer par le premier d'entre eux, qui 2 mois avant les JO dit ça va être formidable, ces JO resteront un legs universel pour la France et pour les participants et pour les athlètes. Nous nous engageons, l'image existe, hein, nous nous engageons à les aider tout au long de leur... Non, bon, bref, c'est ni la première ni la dernière fois que les promesses n'engagent que ceux qui les reçoivent. Voilà. Écoutez, on reviendra sur cette thématique, parce qu'effectivement, on aimerait la creuser avec vous, dans le sens où ça fait aussi partie de votre actualité. Simplement, avant ça, vous avez mentionné le sport amateur, et c'est justement une discipline aussi qui semble intéressante. On a vu notamment aux Jeux Olympiques, aux derniers Jeux Olympiques, l'apparition de nouveaux sports, par exemple le breakdance, qui remettait un petit peu en avant cette dimension amateur. Est-ce que de votre point de vue, c'est une forme d'avenir, ou en tout cas une forme de discipline dans laquelle les Jeux Olympiques pourraient se développer plus à l'avenir? Oui, pardon, j'avais terminé. Non, le comité olympique est très soucieux de rajeunir l'image des JO. Rajeunir l'image des JO, ça veut effectivement dire faire venir certains sports comme le breakdance,
breakdance. Ce qui me gêne un petit peu plus, c'est que quand on fait venir un, on fait sortir un autre. Et là, la breakdance a remplacé le karaté. Le karaté pour lequel un champion français était olympique, médaille d'or olympique. Alors là aussi, je me suis exprimé là-dessus. Donc la breakdance n'a pas eu le succès. Et là, en plus, la breakdance, ça fait penser un petit peu aux plages de Los Angeles, de Californie, etc. La breakdance, sachez-le, disparaît des prochains JO. Alors là, ça devient totalement incohérent, qui sont à Los Angeles. Donc voilà, je suis un petit peu sceptique là-dessus. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que les jeunes je ne sais pas que vous soyez mis pendant des heures à suivre la breakdance au JO, ça m'étonnerait, n'est-ce pas? Donc voilà. En revanche, une finale de 100 mètres, vous la suivez. Oui, comment dire? Moi, enfin, vous le sentez, la façon dont je m'exprime, etc. Bon, j'ai 2 filles, etc. Je suis très jeune dans ma façon d'appréhender les choses, etc. Mais je ne pense pas que de faire du jeunisme à tout prix soit une bonne solution. Et là, il se trouve que ça n'a pas fonctionné. Et je pense que les JO, quand même, des épreuves comme l'athlétisme, la natation, l'aviron, la gymnastique, ça c'est le cœur, c'est le socle des JO. Il ne faut pas toucher à ça. Ça existe depuis de 1896, ça existe même depuis 2000 ans avant, enfin 600, 700 avant Jésus-Christ. Donc voilà, je ne pense pas qu'il faille toucher à ça. Ouais, je ne pense pas. Vous semblez être de mon avis, là. Ça me fait très plaisir. Et pensez-vous justement, durant ces Jeux Olympiques, on a vu se renouveler un phénomène qu'on avait déjà observé, par exemple en 96 avec l'équipe de basket, avec la Dream Team, si je ne me trompe pas sur la date. 92 Barcelone, c'est là. Enfin 96, ils ont trouvé leur apogée puisque c'était à Atlanta. Enfin voilà, un petit. Voilà. Et donc précis. Merci. On a observé un certain traitement de faveur pour ces Dream Team avec une sorte de différenciation qui peut faire penser que l'amateurisme, qui au départ est au cœur de l'olympisme, a tendance à disparaître un petit peu, et également la mise en avant de sports qui pourtant ont déjà des calendriers comme le tennis, le golf. Alors ton prénom c'est, pardon ? Barnabé. Barnabé, c'est une très bonne, c'est à la fois une question et une observation que je partage totalement. D'ailleurs, c'est moi qui vous pose la question. Est-ce que pour vous, le football est un sport olympique ? Est-ce que pour vous, le tennis est un sport olympique ? Est-ce que le golf est un sport olympique ? Est-ce que, sous-entendu, est-ce que ces sports qui ont un calendrier qui est totalement établi de chaque année, etc., est-ce qu'ils ont besoin des JO ? J'en suis pas sûr. Qui a gagné le tournoi de football olympique ? Ouais, bon, ça c'est pas très difficile. Non, mais d'accord, non, mais bon, mais ça vient pas tout de suite. Hein, je veux dire, alors voilà, déjà, il y a quelque chose dans l'air qui vous fait dire que ce ne sont pas vraiment des sports olympiques. En revanche, les sports que je citais, comme la gymnastique, etc., ça, ce sont des vrais sports. L'athlétisme, c'est le roi des sports olympiques. Donc, c'est vrai que je suis un petit peu gêné. Je ne suis pas sûr que ces sports aient vraiment besoin, au-delà du fait d'être amateur ou professionnel, je ne suis pas sûr que ces sports aient vraiment besoin d'être olympiques. Je suis même à peu près sûr du contraire. Et d'ailleurs, beaucoup de sportifs qui pratiquent ces sports vous diront la même chose. J'ai un exemple à vous donner pour ça. Aux Jeux de Londres 2012, le tournoi de tennis, donc amateur. Oui, alors il se trouve qu'effectivement, pendant il n'y a pas de gain il y a la médaille d'or. Il n'y a pas de gain pour le bon. Mais par contre, indirectement, il y a beaucoup. Mais le tournoi donc de tennis olympique a lieu à Wimbledon. Donc là, on peut vraiment rien dire. C'est vraiment parfait, quoi. À Londres, Wimbledon. Les joueurs, je les ai vus, j'étais là, qui se faisaient éliminer au début, premier ou deuxième tour. Hein, je disais, ah oui, mais alors est-ce qu'on peut, si on se fait éliminer, est-ce qu'on peut aller jouer le tournoi? Je crois que c'était Stuttgart en Allemagne la semaine prochaine, si on se fait éliminer au JO. Est-ce que c'est ça? Et je veux dire, les JO, c'est une fois tous les 4 ans. Il me semble que le respect, c'est la confraternité, le mélange de différents sportifs, et pas de demander, dès qu'on sort des JO, ne pas loger au village olympique. Vous savez que là, c'est l'été, il y a 2024, presque la moitié des délégations des sportifs n'ont pas logé au village olympique. Préféraient les hôtels de luxe à Paris, notamment l'hôtel Intercontinental. Donc c'est comme ça.
L'idéal olympique, le rêve olympique, etc., est un petit peu mis à mal par tout ça, et notamment par ces sports. En plus, là, vous me demandez, c'est des sports que j'adore. Le tennis, le golf, le football, j'aime bien aussi. C'est des sports que j'aime vraiment beaucoup, mais pas là. Ils n'en ont pas besoin. Merci beaucoup pour cette réponse. Nous allons passer un peu à une vision, même si on a déjà abordé un peu ce sujet avec cette question sur l'évolution du sport, et notamment sur la politique française en matière de sport. Vous avez eu l'occasion de donner votre avis sur différents médias à ce sujet, notamment au niveau des budgets, des mentalités. Il semble que malgré les succès français dans de nombreuses disciplines, nous ayons du retard à ce niveau par rapport à d'autres grandes nations olympiques. Vous avez interprété le mécontentement de certains Français quant à l'accueil des Jeux olympiques comme un symptôme de cette lacune d'esprit sportif. Comment pourrions-nous faire mieux ? Ce que je dis, c'est que beaucoup d'autorités ont glorifié les performances françaises au JO de 2024. Mais ce n'est tout simplement pas vrai. Le quart des médailles françaises, des médailles d'or françaises, le tiers pratiquement des médailles d'or françaises ont été remportées par un garçon, qui est le nageur Léon Marchand, qui a gagné 4 médailles d'or à lui tout seul. Si vous ajoutez Riner derrière ça, il y a à peu près la moitié des médailles d'or françaises ont été remportées par 2. Ça, ce sont des faits, ce sont des statistiques. C'est pas... Donc à partir de là, si on ajoute en plus le fait que l'athlétisme, encore une fois, j'insiste un petit peu là-dessus, parce que c'est quand même, s'il y a un sport qui est le sport olympique roi, c'est le disco-ball grec d'il y a 2000 ans, n'est-ce pas? C'est ça. Donc on s'est pas mal gaussé de performances qui, en fait, n'ont pas été si extraordinaires que ça. J'ajoute. Évidemment, les escrimeurs ne vont pas aimer que je dise ça, mais ce sont des faits. L'escrime par équipe. Vous gagnez un match, vous êtes déjà en demi-finale. L'escrime par équipe, il y a 10 ou 12 pays qui participent. L'athlétisme, il y en a plus de 200. Donc non, les escrimeurs ne vont pas aimer celui-là. Si vous gagnez un match, vous êtes déjà en demi-finale. Donc c'est-à-dire que vous avez 3 chances sur 4 d'être médaillé. Sinon, parce qu'il y a le match pour la 3e place, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'on a obtenu des jolis... Et je ne conteste pas ça, et j'en étais très heureux, j'étais aux premières loges avec eux. Mais on a aussi obtenu des titres dans des sports assez peu développés, n'est-ce pas? Je mets à part la natation qui, là, effectivement, mais la natation, pareil. La natation, c'est essentiellement un garçon. Aux Jeux Olympiques de Londres 2012, il y avait vraiment une équipe de natation française. La natation française n'a pas commencé avec Léon Marchand, elle a commencé bien avant. Donc voilà, c'est juste ça. J'aime, si vous voulez, en fait, pour être clair, je n'aime même pas du tout quand les politiques se gauchent de résultats qui ne sont pas les leurs. Je n'aime pas ça. Quand vous allez rire, mais là aussi, l'image existe. Quand il y a eu l'attribution des JO entre Paris et Los Angeles, donc les 2 villes étaient candidates normalement pour la même année. Paris, c'était la 4e fois que nous étions candidats. La 4e fois. Donc finalement, Los Angeles et Paris concluent un accord que Paris aurait 24 pour célébrer le centenaire des Jeux de 1924. Donc Paris 24, Los Angeles 28. Très bien. Donc la désignation courue d'avance se passe donc à Lima, au Pérou. Oui, parce qu'en général, le comité olympique ne se déplace pas à Maubeuge. Ils aiment bien aller, voilà, ils aiment bien. Alors ils vont donc en Amérique du Sud, ils passent 10 jours là-bas, formidable, etc. Et à un moment donné, on ouvre l'enveloppe, mais le résultat était connu à l'avance. On ouvre l'enveloppe, et donc c'est Thomas Bach, à l'époque, le président du CIO, qui ouvre l'enveloppe, il dit « Paris ». Et là, sur le banc parisien, extraordinaire, Anne Hidalgo et tous ses sbires, formidable, extraordinaire, merveilleux, juste, ils ne perdent pas connaissance. Mais nous étions seuls candidats. La France gagne une épreuve pour laquelle elle est seule candidate. Et tout extraordinaire, etc. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout, parce que c'est faux. C'est pas sain, c'est pas bien. Donc moi, encore une fois, je me répète un petit peu,
Quand elle a sorti la natation, c'est la même chose, hein, je ne m'éloigne pas parce que c'est le même sujet, là qui était à l'U-Arena à Nanterre. Là, je peux vous dire qu'il faisait très chaud, notamment les séances du matin quand on sortait, la dalle à Nanterre, là, vous aviez les athlètes, les nageurs qui attendaient pendant 3/4 d'heure une navette qui allait arriver ou pas. Et vous aviez tous les officiels, les politiques, les présidents de fédération qui avaient des voitures climatisées qui venaient les chercher. Mais ça devrait être le contraire. Ça devrait être le contraire. Donc voilà, je n'ai pas beaucoup de... Ouais, j'ai un sentiment vraiment de... Parce que j'ai trop vu ça. Je n'ai pas tout vu, mais ça, je l'ai vu. Alors bien sûr, dans le développement du sport, il y a la question des budgets pour le développement du sport dans chaque pays, mais il y a sans doute un petit peu autre chose. Enfin, certains d'entre nous ont eu la chance l'année dernière de passer un semestre aux États-Unis notamment, et je pense qu'une leçon qu'on a pu tous en tirer, c'est à quel point le sport est sacralisé d'une certaine façon dès l'université, avec des équipes qui sont extrêmement populaires. Bien sûr, ça s'est rendu possible par des investissements massifs et des frais de scolarité qui sont aussi très importants. Cependant, est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a autre chose, quelque part, derrière cet engouement et cette sacralisation du sport dans la société qui pourrait être emprunté des États-Unis et amené à la France ? Ce qu'il y a en Amérique, notamment pour tous les sports universitaires, c'est qu'au départ, les étudiants sont dans un certain anonymat. Pour réussir, ils sont entourés de plein... Léon Marchand, dont on parlait il y a quelques minutes, s'entraîne désormais... Maintenant, il est à Austin, Texas. Mais Léon Marchand, il marche dans la rue à Austin, Texas, personne ne le reconnaît. Donc il est bien là, parce que là, il s'entraîne et le sport universitaire, je ne vous parle pas de ceux qui deviennent ensuite des grands professionnels comme voilà, les basketteurs du NBA qui ont souvent commencé au college, n'est-ce pas ? Mais cet anonymat et cette concurrence, parce que là, du coup, il y a beaucoup de monde, font qu'il y a souvent la réussite au bout. Voilà. Alors qu'en France, à l'inverse, puisque telle est la question, c'est notamment le cas en tennis, dès que quelqu'un semble être... eh bien là, on le choix, on l'entoure, on le cajole, etc. Et il peut y avoir aussi un peu les effets de la grosse tête, tout simplement, ce qui est impossible dans le système universitaire américain. Je me suis beaucoup intéressé à ça, faire une comparaison entre le système, on va dire, scolaire sportif français et le système scolaire sportif américain. Là, c'est tout simplement le jour et la nuit. Le jour et la nuit. Pour en terminer avec les Jeux Olympiques de Paris et cette question du sport, ces JO de Paris étaient les premiers Jeux totalement paritaires. Le sport féminin acquiert chaque année de plus en plus de visibilité, ayant enfin l'importance qu'il mérite. Votre œil d'expert fait-il le même constat ou pensez-vous que ça n'est pas suffisant et que l'on peut faire encore mieux ? Alors là, vous me parlez... moi, j'ai toujours été un très ardent défenseur et avocat du sport féminin, que ce soit au tennis à Roland-Garros, que ce soit dans les épreuves de natation, sans parler du patinage artistique, où là, j'irais même plus loin. Je pense que le patinage, que je connais quand même assez bien, que le patinage artistique est encore plus beau chez les filles que chez les garçons. Aussi beau et peut-être même encore plus beau. Donc, alors moi, je suis très à l'aise pour répondre à cette question. J'ai toujours, dans des réunions de rédaction, etc., été le premier défenseur du sport féminin. Et je suis très heureux, très, très heureux qu'enfin, aujourd'hui, eh bien, le sport féminin soit effectivement paritaire. La seule chose contre laquelle je suis un petit peu moins d'accord, c'est que notamment dans les grands tournois de tennis, que les femmes ont demandé et obtenu les mêmes rémunérations que les hommes. Est-ce que vous connaissez le résultat de la finale de Wimbledon cette année ? 6-0, 6-0 en 50 minutes. Bon, alors si on compare ce 6-0, 6-0 en 50 minutes à la finale des garçons le lendemain, qui a eu Sinner Alcaraz, de toute façon, ils ont joué pas toutes les finales l'un contre l'autre, qui a 4-7, enfin hyper disputé, etc., qui gagnent exactement la même chose. Là, je pense que ça peut-être se discuter. Ou alors qu'on décide, parce que c'est tout à fait faisable, et les filles, je pense, seraient tout à fait d'accord que sur les matchs de Grand Chelem, qu'elles se disputent au meilleur des 5 manches. Mais là c'est le seul petit bémol que je mets, mais sinon, je trouve formidable le sport féminin. D'ailleurs là, la finale du basket féminin là, au JO, là, qui c'était USA-France, 1 point d'écart à la dernière seconde, etc. C'était l'un des plus beaux moments des JO. Donc voilà, non, ça je suis un grand amateur et amoureux même du sport féminin.
Sans parler de la gymnastique. Oui, voilà un autre sport où les filles sont... Enfin, voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Vous avez compris que, voilà, qu'avec moi, voilà. Merci beaucoup, monsieur, pour toutes ces réponses. Avant de laisser la parole au public pour d'éventuelles questions, on aimerait vous proposer un petit jeu, une sorte de dilemme autour de vos différentes passions. Et pour commencer, je voudrais vous demander qui choisissez-vous entre Carl Lewis ou Usain Bolt? C'est pas facile, puisque là, il s'agit de deux immenses champions. Quitte à vous surprendre, bon, Carl Lewis, c'est un athlète immensément connu, peut-être un peu moins connu que Bolt pour des jeunes générations, mais je pense que je choisirais avec Lewis pour une raison simple, c'est qu'il faisait également le saut en longueur. Il faisait quand même il a une carrière extraordinaire parce qu'à Los Angeles 84 il gagne 4 médailles d'or, 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres saut en longueur, puis après il a accentué un palmarès extraordinaire. Je dirais Carl Lewis parce qu'il faisait en plus le saut en longueur. Entre Georges Brassens et Jean Ferrat? C'est très difficile parce que là, ce sont deux artistes qui accompagnent ma vie et que je vous encourage très très vivement à écouter. Je pense que je sais pas, j'ai dû rater un étage parce que nous sommes passés effectivement de certaines des plus grandes chansons françaises. Nous sommes passés de Aimer à perdre la raison de Jean Ferrat à Girette violet sur le vieux port de Joule. Je sais pas, j'ai dû rater un étage, mais voilà. Non mais c'est vrai, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité, parce que je me suis renseigné un petit peu avant, donc voilà. Enfin bon, c'est lui qui a été choisi pour accueillir la flamme olympique à Marseille, donc ça veut dire qu'il doit avoir un certain talent. Yannick Noah ou Raphaël Nadal? Raphaël Nadal. Très bon. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. En tout cas, moi, on peut me reprocher, parce que personne ne fait l'unanimité, etc. Mais je ne pense pas qu'on puisse me reprocher le chauvinisme. Alors évidemment, c'est vrai que je souhaite que les Français l'emportent, quel que soit le sport, mais je ne souhaite pas qu'ils l'emportent au détriment de leur adversaire. Bon, Noah et Nadal n'ont jamais joué ensemble. Il y a une différence de génération. Mais enfin, on ne peut pas les comparer. Je veux dire, c'est le palmarès de l'un, sans aucune commune mesure. Vous avez peut-être un peu répondu à la suivante, mais Laure Manodou ou Cathy Ledecky? Alors là, je vais vous dire, le palmarès, précisons que Cathy Ledecky est sans doute la plus grande nageuse du XXIe siècle, avec des records du monde et des médailles d'or qui ne se comptent plus. Mais Laure Manodou, en revanche, m'a toujours touché par une certaine fragilité qu'elle a parfaitement su compenser dans les bassins. Donc je dirais Laure Manodou, mais indépendamment de sa nationalité. Alors, sportivement, Philippe Candeloro ou Surya Bonali? Philippe Candeloro, forcément, je ne peux pas répondre autre chose. Nous avons établi ensemble une complicité qui dépasse vraiment. C'est un peu mon petit frère et lui il vous dirait la même. D'ailleurs, je vous encourage peut-être un invité. Un jour, ça serait un bon invité. En plus, Philippe Candeloro, HEC, j'aime bien le contraste. Voilà, j'aime bien. Et il viendra répondre forcément avec beaucoup de gentillesse aux hautes études Candeloro. Voilà. HEC, c'est Léon Marchand ou Michael Phelps? Léon Marchand. Marie-Josée Pérec ou Alain Mimoun? Alors, il faut peut-être préciser qui est Alain Mimoun, parce que alors là, même moi, je ne suis pas sûr que tout le monde ici connaisse Alain Mimoun. Ça vous dit vaguement quelque... Oui, alors là, il faut peut-être préciser. Non, moi, je sais qui c'est, mais là, il faut peut-être préciser pour le... c'est un coureur qui courait dans les années 50-60, hein, c'est ça. Il faisait le 5000, le 10 000, le marathon, et après une cascade de médailles d'argent où il était opposé notamment au Tchèque, alors à l'époque Tchécoslovaquie communiste, Emil Zatopek, et finalement il a remporté la médaille d'or au marathon à Melbourne. Et c'était un garçon qui était algérien, qui est devenu français. Donc, c'est Mimoun ou qui ou Marie-Josée Pérec. Mimoun, parce que je trouve il me touchait beaucoup et voilà, j'ai eu l'occasion d'aller le voir dans sa villa dans le bois de Vincennes qui s'appelait l'Olympe. C'était joli parce que comme il avait fait 3 Jeux Olympiques. J'ai joué Alain Mimoun, certainement. Très très touchant, très bien. La suivante va sûrement faire réagir. Oui. Messi ou Ronaldo? Je suis comment dire pour Ronaldo. Très bien. Non, parce que il faut quand même lui reconnaître une certaine longévité. Alors maintenant, quand j'ai vu combien il gagne
par mois, vous faites le calcul de combien il gagne par semaine, et vous faites le calcul de combien il gagne par jour, voire même par heure, y compris dans son sommeil, on est dans des proportions. Enfin, je veux dire, bon, les deux ex aequo, là. Mais c'est pas nécessairement ceux pour lesquels j'ai une grande estime pour leur talent de footballeur, mais c'est pas sur un plan humain, c'est pas nécessairement ceux pour lesquels voilà. Et pour clôturer, Joker, donc, comme on dit. Pour clôturer ces dilemmes, vous avez le choix entre commenter la finale de Roland-Garros et la finale du Masters de golf. Ah, c'est une bonne question, parce que on n'a pas parlé de golf, qui est un sport qui accompagne ma vie depuis mon plus jeune âge, grâce à mon père notamment. Et bien alors, quitte à vous surprendre, parce que comme l'un je l'ai fait pendant 30 ans, l'autre jamais, je vous répondrai peut-être le Masters de golf. Mais voilà, ça ne s'est pas produit. Mais voilà. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. On va maintenant passer aux questions, si dans le public... Merci pour la qualité d'écoute, parce que voilà, y compris ceux qui sont en fond de grille. D'ailleurs, vous savez qu'en Formule 1, souvent, ceux qui sont en fond de grille rattrapent ceux qui sont en pole position. Ça arrive. Bonsoir. Bonsoir. Petite question pour rester dans les dilemmes. La plus belle rivalité de Rafael Nadal contre Federer ou contre Djokovic? Je pense qu'elle est peut-être plutôt contre... Enfin, c'est difficile de répondre à cette question parce que je pense qu'elle est peut-être plutôt contre Federer parce que ils ont livré ensemble l'un contre l'autre, en plus avec beaucoup d'estime l'un pour l'autre, des combats qui resteront, je pense, à jamais gravés. Je n'ai pas toujours une très bonne mémoire des dates, mais là j'en ai une. La finale de Wimbledon 2008, qui s'est terminé sur le score de 9-7 au 5e set en faveur de Nadal. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le court couvert, il n'y avait pas encore l'éclairage. C'est-à-dire que soit on finissait là, soit il fallait reprendre le lendemain, peut-être pour un seul jeu. Et il y a des images là-dessus où Rafa donc l'emporte en plus sur Federer. Ouais, je dirais que ça, c'est une rivalité extraordinaire, mais celle de Djokovic aussi, évidemment. Mais je trouve que la rivalité actuelle, enfin, j'anticipe sur ce qui risque de se passer en tennis sur peut-être les 7-8 prochaines années, entre Alcaraz et Sinner, parce qu'ils sont vraiment les deux largement devant, ce qui était un peu moins le cas à l'époque, parce que là, à l'époque, il y avait quand même certains joueurs qui arrivaient, je pense à Wawrinka, je pense à Murray, peut-être de temps en temps, etc., qui arrivaient quand même à Del Potro, l'Argentin. Là, c'est une domination énorme. Le numéro 3 du tennis mondial, qui je crois doit être l'Américain Taylor Fritz, il est très loin, il est très très loin. Donc, oui, je pense que et le sport naît de rivalité. Le sport ne naît pas de trop grande domination. Donc, je dirais oui, Nadal contre Federer. Je vois que j'ai affaire à un spécialiste. Bonsoir, Monsieur Montfort. Vous avez décrit tout à l'heure votre attachement à France Télévisions. Est-ce que dans l'explication de cette longue carrière au sein d'un même groupe, au-delà évidemment d'une famille que vous avez décrite, que vous avez trouvée là-bas, est-ce qu'il y a aussi dans cette volonté de s'engager au sein de France Télévisions la volonté de défendre le service public et l'accessibilité du sport au plus grand nombre? Et est-ce que vous estimez justement qu'aujourd'hui, le prix des abonnements est parfois trop élevé pour offrir au grand public la possibilité de regarder des événements sportifs? Je pense que la réponse est dans la question et que oui, c'est évident. Bon, je ne suis pas, si vous voulez, un grand fanat je l'ai dit en haut lieu, donc je peux même le dire ici, de dire que nous sommes le plus grand terrain de sport du monde. Je trouve ça un petit peu prétentieux et c'est pas un slogan qui le prouve. Mais nous sommes certainement l'organe de médias qui offre le plus le sport à tout le monde sans avoir payé d'abonnement, ça c'est certain. Et pour moi ça a été une vraie fierté. Je suis d'autant plus à l'aise pour vous le dire que j'ai eu des propositions, j'en ai eu deux, dont l'une, ça me fait penser au dialogue du parrain avec Marlon Brando, an offer you can't refuse. Mais pourtant moi je l'ai refusé. Donc voilà, parce que effectivement, et ce que vous dites était dans ma réflexion. J'ai eu la chance de les Jeux Olympiques en clair, les tournois de Roland-Garros en clair, les championnats de patinage en clair, etc. Donc ouvert au plus grand nombre. Oui, ça sans parler du cyclisme, Tour de France, etc. Oui, ça je pense c'est une vraie fierté
pour France 2, France 3 et donc pour moi par la même occasion. Oui. Ça... Oui. Bonsoir. Bonsoir Nelson. Bonsoir. En tant qu'étudiante en marketing et passionnée du sport en général et plus précisément la Formule 1 et le sport automobile, je m'intéresse beaucoup à l'évolution de ce sport et selon vous, je voulais savoir quels sont les grands enjeux et les perspectives de ce sport. Alors, il se trouve que moi aussi, je suis un passionné de sport automobile et depuis toujours. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop. C'est comme le football, il y en a trop. Trop d'événements tuent l'événement. Genre football, ce soir, je sais pas, il y a peut-être un match ce soir, j'en sais rien. Tous les soirs, il y a pratiquement des matchs, etc. Donc, sans parler des matchs internationaux, etc. Or, la Formule 1, qui je crois aujourd'hui a 24 Grands Prix, c'est ça ? Je crois que c'est 24 Grands Prix. C'est trop, c'est trop. On ne peut pas... Quel est votre prénom, pardon ? Comment ? Julia, on ne peut pas mettre en comparaison le Grand Prix, par exemple, d'Italie à Monza ou le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps avec le Grand Prix de Dubaï, Abu Dhabi, etc., ou Shanghai, qui ne sont là que pour des raisons financières. Donc, je trouve qu'il y a trop de Grands Prix, il y a trop de courses, et trop de courses, trop d'événements tuent l'événement. Et voilà, c'est juste maintenant, sinon, il y a une rivalité, il y a des rivalités, c'est plus Verstappen qui a remporté à peu près tout, il y a des rivalités, on disait que la rivalité Prost, vous êtes trop jeune pour avoir connu Prost-Senna, ne serait jamais égalée. Eh bien si, elle est égalée. Donc, mais je pense qu'il faut, mais ça ne se produira pas. Je pense même que c'est peut-être même l'inverse qui risque d'arriver. Mais il faudrait pour moi réduire drastiquement le nombre de Grands Prix. Voilà, voilà, j'espère que ça répond à votre question, je ne sais pas, mais voilà. Bonsoir Monsieur Montfort. Bonsoir. Ici, juste ici. Oui, pardon. Je m'appelle Léonard. Il y a juste un projecteur là qui est assez fort, mais voilà. Je voudrais parler de vous. J'ai vu que vous avez rejoint l'équipe de Michel Drucker. Est-ce que vous aspirez à la même longévité que lui ? Sinon, c'est quoi vos projets pour la suite ? Est-ce que vous serez à Milan ? Est-ce que vous serez à Los Angeles ? Voilà. Alors, concernant Michel Drucker, c'est quelqu'un qui vraiment a été absolument adorable avec moi, puisqu'en fait, lorsque j'ai arrêté de moi-même, oui, ça, je tiens à le préciser, parce que j'aurais pu rester. Je vais pas faire des interviews à Roland Garros jusqu'à l'âge de 75 ans. Ça n'aurait pas eu de sens pour moi. Donc, il fallait trouver une jolie porte de sortie. Cette jolie porte de sortie, c'était les Jeux Olympiques de l'été dernier. Je veux dire, voilà, des Jeux Olympiques organisés en France. Qu'est-ce qu'il va y avoir de plus beau moment que ça ? Et donc, j'ai tiré de moi-même ma révérence. Et dès le lendemain, Michel m'appelle pour me dire « Mais c'est pas possible, tu vas pas partir comme ça, etc. Moi, je te veux dans mon émission. » Et donc, la raison de 2 fois par mois, et peut-être qu'on va accélérer la cadence, je suis très heureux. En plus, là, parce qu'on a reçu des personnes du sport, bien sûr, mais également beaucoup de personnes extra-sportives, des acteurs, des réalisateurs, des chanteurs. Et là je m'éclate complètement. Donc, alors, maintenant, quant à faire sa longévité, ça, je n'en sais rien. Il y a une chose qui est sûre, c'est que j'en ai parlé avec lui, on ne peut pas tromper le public pendant un si grand nombre d'années. Moi, je peux vous dire que c'est un garçon, enfin, un monsieur, non, qui a des vraies qualités humaines et qui a la plus belle qualité, parce qu'il connaît la terre entière. Moi mon modèle dans cette profession, c'était peut-être dans un coin de votre tête, vous souvenez-vous de ce nom-là au moins, c'est Jacques Chancel qui animait des superbes émissions, voilà, et de grands échiquiers, radioscopie, etc., et qui avait la même attitude avec les puissants qu'avec les modestes. Et ça, c'est ce que j'essaie d'avoir. Et Michel, il est comme ça, il connaît la terre entière. Mais moi, je l'ai vu. Il est le même avec des présidents ou des rois qu'avec, je sais pas, qu'avec, par exemple, son équipe technique qu'il adore. Ça, c'est ce que j'essaie d'être. Alors maintenant, quant à lui succéder, c'est tout à fait autre chose. Et d'ailleurs, je pense que là, il va de nouveau beaucoup mieux après avoir eu tout le monde le sait, après quelques vrais soucis de santé. Là, il va beaucoup mieux. Et c'est un vrai plaisir d'être à ses côtés. Je n'ai jamais fait de toute manière de plan à trop longue échéance. Et vous savez, les personnes qui ont dit, il y en a quelques-unes qui ont dit oui, c'est moi qui déciderai d'arrêter quand j'arrêterai. Ça ne s'est jamais bien passé. Donc voilà, moi j'ai souvent laissé faire le vent et la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, les vents m'ont été favorables. Bonsoir. Au début, vous avez rapidement évoqué les réseaux sociaux et j'aimerais en parler parce que je pense que c'est un sujet important. Ici, je pense qu'on a quasiment tous vécu avec dès le collège ou le lycée, mais vous justement qui avez vu ça arriver après Internet,
Je pense que ce serait intéressant d'avoir votre avis sur la relation qu'ont les réseaux sociaux, les effets des réseaux sociaux sur le sport, sur les sportifs de haut niveau, quand on parle d'anxiété, de commentaires négatifs, etc. Est-ce que vous pensez que c'est plutôt ça a apporté plus de positifs que de négatifs ou inversement? Là, je réponds très clairement, ça a apporté beaucoup plus de négatifs. Les sportifs aujourd'hui sont traumatisés, pour ne pas dire persécutés, par les paris sportifs. Ils sont insultés. Vous savez ou vous ne savez pas, que du fin fond de la Chine, on peut parier sur un match de tennis en cours. Et que des sportifs ont été... Moi, il se trouve que j'ai rencontré l'entraîneur du joueur du Danemark, Holger Rune. Ça vous dit quelque chose? C'est un des top 7 ou 8 mondiaux. Holger. J'ai rencontré son entraîneur. Il m'a dit, viens voir, je vais te montrer quelque chose. Et là, il m'a montré des messages, mais je vous jure, qui sont effrayants. Et je dis, si c'est ça, des menaces de mort, des menaces de mort. Si c'est ça l'avènement de ces nouvelles technologies, c'est sans moi. Alors moi, je ne suis pas naïf, je sais très bien qu'aujourd'hui, c'est comme ça, mais je trouve que la violence qui est dans cette société a été décuplée par la violence qu'il y a parfois sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, tout n'est pas négatif, heureusement. Vous recherchez un résultat, vous l'avez très vite, vous recherchez, je sais pas, une biographie, vous l'avez très vite, etc. Mais l'addiction, je ne suis pas le premier ni le dernier à vous le dire, l'addiction qu'ont certains, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, sur ces réseaux sociaux, me semble être catastrophique. Je dis bien catastrophique. D'ailleurs, je suis assez heureux parce que je ne regarde pas vraiment tout le monde, mais j'ai l'impression que personne n'a sorti son téléphone. Je peux vous dire que c'est rarissime dans le monde dans lequel nous vivons. Je pense qu'ici, c'est une école où il y a encore effectivement un certain respect, une certaine... Vous êtes à table, enfin, je ne vais pas vous enfoncer des portes ouvertes, enfin, vous êtes à table, c'est juste pas possible, quoi. C'est pas possible. Vous sentez d'ailleurs que je suis assez... c'est vraiment... voilà, En revanche, moi, n'étant quand même pas un homme des cavernes. L'été dernier, oui, je l'ai dit en préparant cette émission, il se trouve que l'été dernier, j'étais sur le Tour de France cycliste et que ASO, c'est la société qui organise le Tour de France cycliste, a signé avec TikTok. Et donc, ils ont invité un certain nombre de personnalités sur des étapes phares un peu. Et moi, ils m'ont invité sur l'étape du 14 juillet, Clermont-Ferrand, Mont-d'Or. Le Mont-d'Or, c'est là où le volcan... Là, bon, il y avait 500 000 personnes sur les bords de la route, c'était un truc effrayant. Et donc, il m'a fait sur TikTok. Le premier TikTok que j'ai fait en quelques secondes, 900 000 personnes. 900 000 personnes, j'avais jamais eu ça. 900, et même d'autres, 700 000, etc. D'ailleurs, ce soir, grâce à la diffusion hollywoodienne de cette conférence, je mettrai les meilleurs moments. Romain m'aidera un peu pour ça. Les meilleurs moments, mais moi, je ne fais que... Je ne dirais pas que ça fera 700 000 personnes. Je ne mets que du positif. Parfois, en revanche, certains coups de griffe, comme celui sur la cérémonie d'ouverture des JO. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que là, c'est quand même un truc qui s'est passé il y a plus d'un an et on m'en parle encore aujourd'hui. Parce que là, la liberté d'expression, ça compte aussi. C'est formidable, c'est extraordinaire, cette cérémonie est merveilleuse. Ben non, la tête découpée de Marie-Antoinette, alors qu'il y a des enfants de 4-5 ans, c'est peut-être pas si extraordinaire que ça, et j'en passe. Donc voilà. Mais voilà. Donc moi, j'essaie d'en faire un usage la plupart du temps, enfin tout le temps, positif et également professionnel. Jamais, enfin je crois que vous commencez un peu à m'appréhender, je ne rentrerai là-dedans, jamais. J'espère que ça répond à votre question. Je pense que vous attendiez à cette réponse en plus. On va prendre une dernière question. Bonsoir, monsieur Montfort. Je suis juste ici. Visiblement, la passion du sport et de commenter vous anime toujours. Mais vous avez aussi mentionné le fait qu'aujourd'hui, le sport semble, en particulier dans les plus visionnés, dériver vers une question de marketing, de faire le plus d'argent possible. Est-ce que, si vous en aviez l'occasion, ou si peut-être cette dérive était arrivée plus vite, vous auriez animé de tels événements, comme vous avez pu mentionner les Grands Prix, en particulier en péninsule arabique, ou est-ce que la perte de certaines valeurs dans le sport vous aurait rebuté face à cela?
C'est une très très bonne question, ça. C'est une très très bonne question parce que... Quel est ton prénom, pardon? Augustin. C'est une très bonne question parce qu'effectivement, ça, c'est une interrogation que peuvent se poser énormément de mes confrères. Je veux dire, de commenter un événement, par exemple, la dernière Coupe du Monde de football est un bon exemple, qui a donc eu lieu au Qatar. On sait que la construction des stades au Qatar était terrible, qu'on confisquait les passeports, vous le savez, on confisquait les passeports de ces malheureux ouvriers, voilà, et qui ont été traités vraiment comme des esclaves. Sans parler, il y a eu des chutes terribles, il y a eu des blessés, des morts, etc. Donc, alors après, est-ce que, bon, moi, je n'ai pas été face à cette question, mais ça n'a visiblement pas empêché, ou en tout cas pas empêché de dormir, les commentateurs de tous les pays du monde qui sont allés au Qatar. Et encore moins, à Doha, oui. Et encore moins les dirigeants qui ont attribué ce mondial au Qatar. Donc, si on commence... Moi, je vais vous répondre très honnêtement. Si on commence à donner, comment dire... les pays organisateurs d'événements qui ont des vrais soucis avec les droits de l'homme, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, regardez, si on regarde, il y a deux choses. Il y a un, les droits de l'homme, deux, la corruption. Si on regarde les dernières attributions olympiques ou mondiales de football, on va dire que c'est un peu les deux événements les plus bons. 2012, Jeux olympiques non, là, ça va, longtemps. 2016, Jeux olympiques de Rio. Bon, le Brésil, c'est connu pour être un pays où règne une corruption absolument gigantesque. Bon. Ensuite, Coupe du monde de football dans le même pays. C'était en 2014. Oui, pardon, voilà, parce que 2010, oui, alors, non, mais justement, 2014, mondial de football à Rio, enfin, Brésil. 2016, Jeux olympiques de Rio. 2018, mondial de football en Russie. N'est-ce pas? Vous ajoutez à ça 2014 Jeux olympiques d'hiver à Sochi, qui est une station où j'ai vu des travaux mais absolument gigantesques, un tunnel qui passe dans le roc de 40 km dans le roc pour aller de Sochi, qui est une ville un peu style comme Cannes, c'est pas du tout une station de sport d'hiver, Sochi, mais pour monter, enfin pour aller dans la montagne, etc. Et Sochi qui reste à ce jour, alors que c'était jeux d'hiver, le budget le plus important de toute l'histoire des JO. Donc si on commence, alors donc la Russie, corruption, etc., si on commence à aller là-dedans, entre droits de l'homme et corruption, il y aura plus beaucoup d'épreuves. Mais avant de poser cette question, qui est une excellente question, Augustin, avant de la poser aux journalistes, il faut la poser aux organisateurs et à ceux qui décident où vont aller ces événements. Tout en te répondant, je suis en train de réfléchir aux prochains événements. Donc là, Milan pour les Jeux Olympiques d'hiver, l'Italie, Cortina d'Ampezzo, c'est bien. Entre parenthèses, il y a de moins en moins de villes candidates. Ça, le CIO pourrait peut-être un petit peu se demander pourquoi il y a de moins en moins de villes candidates. Parce que si une candidature olympique, il n'y a pas de belle deuxième place. Si vous êtes deuxième d'un 100 mètres, vous êtes médaille d'argent. Mais si vous êtes deuxième d'une candidature olympique, vous n'êtes rien. Si vous êtes le deuxième ou le 10e, c'est pareil. Or, des dépenses énormes de dossiers de candidature. Donc, moi, je pense que, encore une fois, je me répète un peu, c'est à la fois une question et une observation, mais ce n'est pas nécessairement en premier lieu aux journalistes qu'il faut poser cette question. Écoutez, Monsieur Montfort, on va terminer sur ça. Ça a été un immense plaisir de vous recevoir et on vous remercie. En tout cas, je vous ai répondu avec beaucoup de sincérité et j'ai beaucoup apprécié le ton général de cette soirée. Merci pour ça et on vous remercie chaleureusement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.